Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons passer en revue la deuxième partie de tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions pour le bac, c'est-à-dire les définitions, les propriétés, les théorèmes à connaître. Alors cependant, connaître le cours est nécessaire mais n'est pas suffisant, donc c'est pour ça que je vous mets en haut à droite un lien vers une playlist qui contient tout ce qu'il faut savoir faire sur les fonctions pour le bac. Alors, on va commencer par la partie sur les équations différentielles, et tout d'abord nous allons parler de la notion d'équation différentielle. Eh bien, une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction qu'on note en général petit y, et qui se présente sous la forme d'une relation entre cette fonction, ses dérivées successives, et la variable petit x. Donc par exemple, l'équation y' est égale à 2y plus exponentielle de moins x est une équation différentielle dont l'inconnu est la fonction petit y. Et donc dans cet exemple, on dira qu'une fonction grand F est une solution de cette équation différentielle sur grand R, si et seulement si, pour tout x appartenant à grand R, f' de x est égal à 2 fois grand F de x plus exponentielle de moins x. Ensuite, nous allons voir comment résoudre les équations différentielles de la forme y' égale ay. Et donc la propriété à connaître dit que les solutions sur grand R de l'équation différentielle y' égale ay où petit a est un nombre réel, eh bien ce sont les fonctions de la forme x associe c fois exponentielle de ax, où c est une constante réelle. Autrement dit, les solutions de cette équation différentielle sont des exponentielles, et donc on en déduit que l'allure des courbes des solutions de l'équation différentielle y' égale ay est la suivante. Donc lorsque le nombre a est strictement positif, on va avoir des courbes qui vont exploser entre guillemets. Donc lorsque c est strictement positif, on va avoir des allures de ce type. Et lorsque c est strictement négatif, on va avoir des allures de ce type. Et dans l'autre cas, lorsque a est strictement négatif, on va avoir des fonctions qui tendent vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc lorsque c est strictement positif, l'allure des courbes est la suivante. Et lorsque c est strictement négatif, l'allure des courbes est de ce type. Ensuite, nous allons voir comment résoudre les équations différentielles de la forme y' égale ay plus b, où a et b sont deux nombres réels, donc deux constantes. Eh bien, la propriété à retenir, c'est que les solutions sur grand R de l'équation différentielle y' égale ay plus b, ce sont les fonctions de la forme donc qui a x associe c fois exponentielle de ax moins b sur a, où le nombre c est une constante réelle. Et enfin, le dernier type d'équation différentielle que nous allons considérer, eh bien, ce sont les équations différentielles de la forme y' égale ay plus f, où le nombre a est un nombre réel et f est une fonction. Alors dans ce cas, les solutions sur grand R de l'équation différentielle y' égale ay plus f, eh bien, ce sont les fonctions de la forme x associe c exponentielle de ax plus g de x, où c est une constante réelle et où g est une solution particulière de l'équation y' égale ay plus f. Et donc une façon de retenir ce résultat, c'est de dire que les solutions de l'équation y' égale ay plus f s'obtiennent en ajoutant la solution générale de l'équation y' égale ay et une solution particulière de l'équation y' égale ay plus f. Alors nous allons passer maintenant à la partie sur les intégrales et nous allons commencer par définir ce qu'est une unité d'aire. Alors si OIJ est un repère orthogonal, c'est-à-dire un repère dans lequel les axes sont perpendiculaires, eh bien on appelle unité d'aire et on note UA l'aire du rectangle OIJK où le point K a pour coordonnées 1, 1. Autrement dit, une unité d'aire sera obtenue en prenant une unité en abscisse, une unité en ordonnée et en regardant l'aire du rectangle obtenu ici. Alors à présent, on va définir ce qu'est l'intégrale d'une fonction positive sur un intervalle. Donc on va considérer petit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB. Et bien l'intégrale de a à b de la fonction f, par définition, c'est l'aire grand A en unité d'aire du domaine compris entre trois choses. Donc tout d'abord la courbe c de la fonction f, ensuite l'axe des abscisses, et enfin les droites verticales d'équation x égale a et x égale b. Donc sur la figure qui est ici, pour obtenir l'intégrale de a à b de la fonction f, on va commencer par repérer la courbe de la fonction f qui est ici, ensuite l'axe des abscisses qui est ici, ensuite les droites verticales d'équation x égale a et x égale b, et l'aire du domaine délimité par tous ces éléments s'appellera l'intégrale de a à b de la fonction f. Alors il y a une notation à connaître, l'intégrale de a à b de f se note aussi intégrale de a à b de f de x dx. Alors nous allons voir maintenant le théorème fondamental sur les intégrales. Ce théorème dit que si f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, eh bien la fonction f indice a qui est définie sur l'intervalle AB par f indice a de x qui est égal à l'intégrale de a
à x de f de t dt, et bien cette fonction, c'est l'unique primitive de petit f qui s'annule en a. Donc par exemple, si on a la fonction grand f qui est définie par f de x qui est égale à l'intégrale de 1 à x de exponentielle de moins t carré dt, eh bien le théorème fondamental dit que la fonction grand f est une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Autrement dit, grand f' de x est égal à exponentielle de moins x au carré. Alors maintenant, nous allons voir comment calculer une intégrale à l'aide d'une primitive. Donc la propriété dit que si f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, et si grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle AB, eh bien l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à grand f de b moins grand f de a. Alors il y a une notation à connaître, le nombre grand f de b moins grand f de a se note aussi grand f de t entre crochets avec petit a en bas et petit b en haut. Donc par exemple, si on souhaite calculer l'intégrale entre 0 et 2 de la fonction carré, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2 de x carré dx, eh bien nous allons commencer par mettre entre crochets une primitive de x au carré, c'est-à-dire 1 tiers de x au cube, que nous allons prendre entre 0 et 2. Autrement dit, ce sera grand f de 2 moins grand f de 0, c'est-à-dire 1 tiers fois 2 au cube moins 1 tiers fois 0 au cube, c'est-à-dire tout simplement 8 tiers. Ensuite, nous allons voir comment définir l'intégrale d'une fonction de signe quelconque. Donc la définition dit que si f est une fonction continue sur l'intervalle grand I, et si grand f est une primitive de petit f sur grand I, eh bien l'intégrale de a à b de petit f est définie de la façon suivante. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand f de b moins grand f de a. Autrement dit, pour calculer l'intégrale de a à b d'une fonction petit f de signe quelconque, il suffit de connaître une primitive de petit f sur cet intervalle. Alors les intégrales possèdent plusieurs propriétés. Donc la première propriété que nous allons voir s'appelle la relation de Chasles. Et donc la relation de Chasles dit que pour tout nombre réel a, b et c dans un intervalle grand I, eh bien l'intégrale de a à c d'une fonction f est égale à l'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de b à c de f. Donc par exemple, si on est en présence d'une fonction qui est positive, donc ici nous avons la courbe d'une fonction f, eh bien la relation de Chasles dit que l'intégrale de a à c de f, c'est-à-dire l'aire qui est ici, est égale à l'intégrale de a à b de f, c'est-à-dire l'aire qui est ici, plus l'intégrale de b à c de f, c'est-à-dire l'aire qui est ici. Alors la deuxième propriété de l'intégrale que nous allons voir, c'est la linéarité. Et donc la linéarité de l'intégrale dit que si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle AB, et si k est un nombre réel, eh bien tout d'abord l'intégrale de a à b de f plus g est égale à l'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de a à b de g. Et la deuxième propriété dit que l'intégrale de a à b de k fois f est égale à k fois l'intégrale de a à b de f. Autrement dit, lorsqu'on est en présence d'une constante multiplicative, on peut la sortir de l'intégrale. Et enfin, la dernière propriété de l'intégrale que nous allons voir, c'est la positivité. Et donc la positivité de l'intégrale dit tout d'abord que si pour tout x appartenant à un intervalle AB, f de x est positif, eh bien l'intégrale de a à b de f sera positive aussi. Et donc une conséquence de la positivité de l'intégrale, c'est que si pour tout x appartenant à l'intervalle AB, f de x est supérieur ou égal à g de x, eh bien l'intégrale de a à b de f sera supérieure ou égale à l'intégrale de a à b de g. Ensuite, nous allons rappeler la formule d'intégration par partie, qui est une formule qui permet de calculer des intégrales dans certaines situations. Donc cette formule dit que pour tout nombre réel a et b, eh bien l'intégrale de a à b de u fois v' est égale à u fois v pris entre a et b, moins l'intégrale de a à b de u' fois v. Alors, une première application des intégrales, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne d'une fonction. Et donc la valeur moyenne d'une fonction f sur un intervalle AB, c'est le nombre qu'on note petit m qui est égal à 1 divisé par b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle s'interprète de la façon suivante. La valeur moyenne, c'est la hauteur du rectangle de base b moins a qui a la même aire que celle sous la courbe de f. Donc par exemple sur le schéma, imaginons qu'on ait la courbe d'une fonction petit f, donc sur l'intervalle a, b. Donc l'aire sous la courbe de f, c'est la partie qui est grisée ici, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de f de x dx, puisque la fonction est positive. Et donc si on aplatissait cette aire de la même façon qu'on aplatirait un tas de sable, eh bien on obtiendrait ici un rectangle, et la hauteur de ce rectangle, eh bien on appelle ça la valeur moyenne de f sur l'intervalle AB. Ensuite, une deuxième application des intégrales, c'est de calculer l'aire sous une courbe. Et donc la propriété à retenir dit que si f est une fonction continue sur un intervalle AB, si on note grand A l'aire de la surface délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale a et x égale b,
Eh bien tout d'abord, si f est positif sur l'intervalle AB, l'aire grand A c'est tout simplement l'intégrale de a à b de f de x dx. Si la fonction f est négative sur l'intervalle AB, l'aire grand A ce sera l'opposé de l'intégrale de a à b de f de x dx. Et enfin, si f est une fonction de signe quelconque sur l'intervalle AB, eh bien on peut décomposer la courbe de f selon que la fonction est positive ou négative. Et dans ce cas-là, l'aire grand A, qui est l'aire de la surface délimitée par la courbe de f et l'axe des abscisses, sera obtenue en faisant A1 plus A2 plus A3, etc. Où A1, A2, A3 sont les aires des surfaces situées entre la courbe de la fonction f et l'axe des abscisses. Et donc pour terminer sur les intégrales, une dernière application, c'est le calcul de l'aire entre deux courbes. Et donc l'aire grand A du domaine délimité par les courbes de deux fonctions f et g et les droites verticales d'équation x égale à a et x égale b est grand A égale l'intégrale de a à b de f de x moins g de x dx. Alors il y a tout de même une précaution à prendre ici, l'aire grand A sera égale à l'intégrale de a à b de f moins g, à condition que la fonction f soit plus grande que la fonction g sur l'intervalle AB. Alors sur le schéma, on a la courbe d'une fonction petit f qui est ici, on a la courbe d'une fonction petit g qui est ici. On voit que sur l'intervalle AB, la fonction f est plus grande que la fonction g. Donc l'aire du domaine délimité par les courbes de f et de g, c'est-à-dire la partie qui est assurée ici, sera égale à l'intégrale de a à b de f moins g. Alors nous allons aborder maintenant la partie sur les fonctions sinus et cosinus, et on va commencer par expliquer comment résoudre l'équation cosinus de x égale a. Eh bien, la propriété à connaître dit que cosinus de x sera égal à cosinus de alpha si et seulement si x est égal à alpha plus k fois 2pi, ou bien si x est égal à moins alpha plus k fois 2pi, où k est un entier relatif. Donc sur la figure, nous voyons ici qu'on a un angle alpha, dont le cosinus est représenté ici, l'opposé de alpha moins alpha est représenté ici, et donc on voit qu'un angle x aura le même cosinus que alpha si et seulement si x est égal à alpha à un tour près. Donc on peut ajouter autant de tours qu'on veut ici dans un sens ou dans l'autre, c'est ce que veut dire le k fois 2pi, ou bien si x est égal à moins alpha à un tour près, c'est-à-dire que là encore on peut ajouter un certain nombre de tours, c'est le terme k fois 2pi qui est ici. Voilà, donc nous venons d'expliquer comment résoudre les équations du type cosinus de x égale cosinus de alpha, et donc pour résoudre une équation du type cosinus de x est égal à un nombre a, on essaiera tout d'abord d'écrire le nombre a sous la forme d'un cosinus, c'est-à-dire on essaiera d'écrire a sous la forme cosinus de alpha. Et par exemple, si jamais on devait résoudre l'équation cosinus de x égale 1 demi, on commencerait par dire que 1 demi c'est le cosinus de pi sur 3, et donc que cette équation est équivalente à cosinus de x qui est égal à cosinus de pi sur 3. Et donc d'après ce que nous avons dit, cette équation serait donc équivalente à dire que x est égal à pi sur 3 plus k fois 2pi, ou bien x est égal à moins pi sur 3 plus k fois 2pi, où le nombre k est un entier relatif, c'est-à-dire k appartenant à grand Z. Ensuite, nous allons voir comment résoudre des inéquations de la forme cosinus de x inférieur ou égal à a. Et donc tout d'abord, pour résoudre une inéquation de la forme cosinus de x inférieur ou égal à cosinus de alpha, eh bien on repère tous les points du cercle trigonométrique dont l'abscisse est inférieure ou égale à cosinus de alpha. Donc par exemple, sur le schéma, nous avons un angle alpha qui est ici, son opposé moins alpha qui est ici. Donc le cosinus de alpha est situé ici, c'est aussi le cosinus de moins alpha. Et donc pour résoudre l'équation cosinus de x inférieur ou égal à cos de alpha, on va chercher tous les angles dont le cosinus est situé ici, c'est-à-dire dont le cosinus est plus petit que cosinus de alpha. Et donc on voit que ce seront tous les angles qui correspondent au point du cercle trigonométrique qui sont assurés ici. Et donc, sachant cela, pour résoudre une inéquation de la forme cosinus de x inférieur ou égal à a, on essaiera tout d'abord d'écrire le nombre petit a sous la forme d'un cosinus, c'est-à-dire a est égal à cosinus de alpha. Alors maintenant, nous allons rappeler les valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Donc tout d'abord, lorsqu'un angle vaut 0, son cosinus vaut 1. Lorsqu'il vaut pi sur 6, le cosinus vaut racine de 3 sur 2. Lorsqu'il vaut pi sur 4, le cosinus vaut racine de 2 sur 2. Lorsqu'il vaut pi sur 3, le cosinus vaut 1 demi. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Le cosinus de pi, c'est moins 1. Et le cosinus de 2pi, c'est 1. Et ensuite, lorsqu'un angle vaut 0, son sinus vaut 0. Le sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Le sinus de pi sur 2, c'est 1. Le sinus de pi, c'est 0. Et enfin, le sinus de 2pi, c'est 0 aussi. Ensuite, nous allons voir la fonction sinus et ses propriétés. Donc la première propriété de la fonction sinus, c'est qu'elle est 2pi périodique, c'est-à-dire que pour tout nombre réel x, sinus de x plus 2pi est égal à sinus de x. La deuxième propriété vérifiée par la fonction sinus, c'est que c'est une fonction impaire, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à grand R, sinus de moins x est égal à moins sinus de x.
Et enfin, la dernière propriété de la fonction sinus à connaître, c'est que la fonction sinus est dérivable sur grand R, et pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Alors à partir de la troisième propriété, on peut établir le tableau de variation de la fonction sinus. Donc tout d'abord, la dérivée de sinus, nous avons dit que c'est cosinus. Autrement dit, la dérivée de sinus sera négative tout d'abord sur l'intervalle moins pi sur 2. Elle sera ensuite positive sur l'intervalle moins pi sur 2, et enfin elle sera négative sur l'intervalle pi sur 2, pi. Autrement dit, la fonction sinus sera tout d'abord décroissante sur l'intervalle moins pi sur 2, elle sera ensuite croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, et enfin elle sera décroissante sur l'intervalle pi sur 2, pi. Et donc sa courbe représentative qui est ici, eh bien, est ce qu'on appelle une sinusoïde. Et enfin, pour finir, nous allons voir les propriétés de la fonction cosinus. Donc la première propriété de la fonction cosinus à connaître, c'est que cette fonction est 2π périodique, c'est-à-dire que pour tout nombre réel x, le cosinus de x plus 2π est égal au cosinus de x. Ensuite, la deuxième propriété de la fonction cosinus à connaître, c'est que cette fonction est paire, c'est-à-dire que pour tout nombre réel x, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Et enfin, la dernière propriété de la fonction cosinus à connaître, c'est que la fonction cosinus est dérivable sur grand R, et pour tout nombre réel x, la dérivée de cosinus de x est égale à moins sinus de x. Donc à partir de la troisième propriété, on peut déterminer le tableau de variation de la fonction cosinus. Donc tout d'abord, on a dit que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et donc on en déduit que la dérivée de la fonction cosinus est tout d'abord positive sur l'intervalle moins pi 0 et négative sur l'intervalle 0π. Et donc on en déduit que la fonction cosinus est tout d'abord croissante sur l'intervalle moins pi 0, puis décroissante sur l'intervalle 0π. Et donc ci-dessous, nous avons la courbe représentative de la fonction cosinus qui elle aussi s'appelle une sinusoïde. Voilà, donc nous venons de voir la deuxième partie de tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions pour le bac. Alors si jamais cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les suites, les probabilités et la géométrie dans l'espace.